Wesh, bien quoi. Les frères, j'espère que vous allez bien. Moi ça va grave. Aujourd'hui, nouveau format. J'avais dit qu'il allait arriver. Il a mis du temps à arriver. Mais elles sont là. Les lectures du H sont là. Et on commence pas avec un petit morceau. On commence avec un truc qui se rapproche du classique. Voire même du classique moderne. Mais bon, avant de parler de tout ça, il y a des petites choses dont on doit parler. Il y a plein de choses dont on doit parler. Déjà, pourquoi je ressemble à une version geek de Julius Erving. Déjà, de base, ça, c'est un problème. Et ensuite, c'est quoi ces vidéos? Je m'explique. Tranquille. Calme-toi. Dans ces vidéos qui vont être un peu plus en mode podcast, un peu plus sur l'écoute, basées sur l'écoute, dans tous les cas, ces vidéos-là, pour t'expliquer, tu peux aller te prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire, faire ta cuisine, faire ton ménage, faire ton sport, faire tes trucs, et t'as la petite vidéo dans les oreilles en fond. C'est sur ça que je veux m'aligner. C'est un style de vidéo que je kiffe, donc que j'ai envie de faire. Je consomme beaucoup ces vidéos-là, donc j'ai envie d'en faire moi aussi. Et comme sujet, j'ai choisi une de mes passions, les mangas. Et on va parler de mangas qui, selon moi, sont des très bons mangas, que je découvre, hein, mais des retours que j'ai, d'autres fans sont des très bons mangas, mais qui n'ont pas les animés qu'ils méritent. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que dans les lectures du H, on va revenir sur des mangas comme celui dont on va parler aujourd'hui, qui sont des classiques sans bons animés. Il y en a plusieurs que j'aimerais faire. Je pense à Berserk, je pense à Vagabond, je pense à Gun, je pense à Gantz, Sunken Rock. Il y a plein de mangas comme ça qui sont des petits cracks qui ont pas l'anime qu'ils méritent. Et on n'est pas là que pour faire des réactions, tu vois. J'ai aussi envie de faire quelque chose quelque chose d'autre. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier épisode, il y a beaucoup de parlotte, il n'y en aura pas autant. Pour les autres, de toute façon, vous avez le timecode, donc voilà. Donc les lectures du H, ça va être simple. Dans une première partie de la vidéo, je vais résumer le tome. Comme ça, de manière à ce que les gens qui ont lu le tome, les gens qui ne l'ont pas lu, les gens qui ont lu le tome il y a un moment, ils viennent et ils peuvent se rappeler facilement de ce qui se passe dans le tome. Et dans la deuxième partie de la vidéo, ça va être moi qui va vous parler, qui va être plus en mode mes interprétations, mes analyses, qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce que je pense qui va se passer pour la suite, quels sont mes personnages préférés. Et ça va être super, ouais, ça va être d'art. Je pense qu'on va kiffer. Et en tout cas, si t'aimes le nouveau format, si t'as des choses que tu vois qui sont améliorées, la section commentaires, elle est là pour ça, frère. Vraiment. Et pour commencer avec ce nouveau format, on va parler d'un manga que je qualifierais perso comme un classique moderne de ce qu'on m'a dit. Un manga que je découvre. Et je peux le dire déjà, j'ai beaucoup aimé le premier tome. C'est Kingdom, tome 1, un manga de Yasuhisa Hara. Un prénom bien stylé. C'est japonais, de toute façon, ils savent faire des noms stylés. Et je crois que j'ai tout dit. Donc, sans plus attendre, let's go, hein. C'est parti. Notre histoire prend place en 245 avant Jésus-Christ dans l'état de Qin en Chine. Yu et Shin, deux orphelins de guerre, sont recueillis par le chef du hameau de leur village. Yu, c'est un garçon réfléchi, calme, plutôt à la cool. Shin, tout le contraire. Sans chaud, agité, un peu fou, et a tout le temps envie de se battre avec Yu. Les deux ont de grands objectifs. Ils sont ambitieux. Ils veulent devenir de grands guerriers, les plus grands de toute la Chine. Gravir les échelons, obtenir une grande maison, épouser plusieurs femmes et devenir des légendes. J'aime bien ces mecs. Je les aime bien. Un jour, lors d'un de leurs duels, un homme en calèche nommé Shobun-kun, très haut placé, vient racheter Yu. Seulement Yu, et pas Shin. Yu décide de partir, poursuivre ses rêves, gravir les échelons et devenir quelqu'un de grand. Shin, son meilleur ami, ne le retiendra pas. Shin, il a vraiment pas l'air très malin. Mais cette réaction-là, ça prouve que le bonheur
de son meilleur ami passe avant le sien. Il aimerait rester avec lui, il aimerait continuer avec lui, qu'ils grind tous les deux. Mais son pote a une opportunité, et en aucun cas il va essayer de le retenir pour le garder avec lui. C'est... vas-y. C'est beau. Plus tard, on apprend qu'il y a un problème d'héritage royal. Un complot serait en cours pour évincer le jeune roi. Un complot mis en place par son plus jeune frère, qui voudrait prendre sa place. Le parti de Shobun-kun et Yu seraient les potentielles premières cibles, étant rangés du côté du roi. Un soir, Yu apparaît devant Shin. Il lui remet une carte, lui indiquant de se rendre au village de Kokui, puis meurt dans les bras de son ami. Bouleversé et en quête de vengeance, Shin se dirige vers le village, quand une étrange figure fait son apparition. Un espèce d'homme en costume d'oiseau. Sur le chemin, il croisera des bandits, mais trop fort pour eux, les neutralisera rapidement avec une épée, celle avec laquelle Yu était venu. Ce mec est chaud! Un assassin retrouve le corps de Yu, mais semble choqué quand l'épée qu'il avait est introuvable. Toujours en écrasant tout le monde sur son passage, il arrive enfin à destination. Il ouvre la tente et trouve Yu. Face à lui, en pleine santé. Cette personne n'est pas Yu. Elle s'appelle en réalité Sei. Et c'est le jeune roi. Trop tard, l'assassin les a déjà rattrapés. Il fait partie des Brutes Écarlates, un apparemment très ancien groupe d'assassins. Il nous révèle que Sei est en réalité le roi de Qin. Shin comprend assez rapidement que l'assassin face à eux est le même qui a tué Yu, et décide de se venger. Après un combat des plus difficiles, en repoussant ses limites, il arrive enfin à le blesser gravement, mais hésite à le tuer, lorsque le tueur évoque ses enfants, et le fait qu'il deviendrait orphelin à sa mort. Heisei, sans pitié, profite de ce moment d'inadvertance pour le décapiter. L'homme au costume de drôle d'oiseau refait apparition et propose une échappatoire aux deux protagonistes en échange d'argent de la part du roi. Il révèle son apparence, c'est un enfant. Orphelin de guerre, vivant dans les montagnes de l'Ouest, sa famille a été chassée pour des raisons inconnues. Le roi nous explique que les ministres ont commencé à comploter pour le pouvoir après la mort de son père et que son petit frère voulait le trône, et c'est lié à la faction de Ketsu, une faction rivale. On apprend aussi que le père de Heisei était devenu roi via des pots de vin qu'il versait à un certain Ryo, un grand marchand, qui, s'il faisait de lui roi, aurait à son tour fait de lui chancelier, un espèce de premier ministre à cette époque. Seikyu, le petit frère de Heisei, fait son apparition. En effet, c'est bien lui qui complotait pour faire tuer son frère et prendre le trône. On a face à nous un personnage cruel, mauvais, qui a tout l'air d'un tyran, et on se doute que s'il prenait le trône, ce serait pour le pire. Il nous révèle que Heisei est un bâtard. Son père, en effet, l'aurait eu d'une union avec une danseuse, d'où tous ses problèmes en ce qui concerne l'héritage. C'est Game of Thrones un peu dans le délire. Jon Snow... Ça va être un peu le jeu du trône, je le sens, et j'adore ça. J'adore ça. Plus tard, Heisei nous apprend, à nous et à Shin, que Yu était heureux de pouvoir servir à cela. Doublure, voué à la mort certaine pour un roi de l'état de Qin. Shin décide donc de rester auprès du roi, dans l'espoir qu'il réussira à le sauver, et ainsi grimper les échelons dans la société pour enfin atteindre le rêve que lui et Yu s'étaient fixés plus jeunes. À la capitale, Shobun-kun est intercepté par un grand homme, un guerrier. C'est le général Uki. Il serait apparemment imprévisible, très fort au combat et impitoyable. Juste avant la fin, notre trio, Heisei, Shin et Karyoten, arrive au point de rendez-vous. Ce premier tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a déjà quelques thèmes qui sont abordés dont on va parler juste après, mais si je dois commencer par les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Yu, évidemment, ça m'a choqué directement.
Je m'attendais pas à ça, tu vois, je m'attendais à, tu sais, Gon Killua, les deux frérots qui grind et qui machin. Mais non, directement, boum, on comprend pourquoi Yu a été ramené au palais, hein. C'est pas juste du hasard. Quand ce gars-là, ce haut placé du palais est venu le chercher, c'est vraiment parce qu'il ressemble totalement à Issei. Aussi, Shin, top tier, magnifique, j'aime beaucoup. Courageux, valeureux, bon ami, trop fort, il est vraiment balèze. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et même le tueur de son meilleur ami, il a hésité à le tuer quand il lui a dit ouais, j'ai des enfants, s'il te plaît. Shin a hésité. Genre, il était pas aveuglé par la vengeance, tu vois ce que je veux dire? Ce mec a de la compassion en lui. Et c'est quelque chose que je respecte grandement. Aussi, le personnage de Heisei, je pense que ça va être très intéressant de le voir avec Shin, parce que, bon, ce manga, j'espère que... Enfin, je vais l'expliquer quand même, mais je pense, j'en suis sûr, que ça va parler de l'inné et de l'acquis, comme beaucoup de mangas, à travers la condition de Shin. Au départ, il part tout en bas de l'échelle, quasiment un esclave, dans un monde de guerre, et on le met face à Heisei, qui est un roi, un fils de roi, qui est sur le trône très tôt, qui a presque tous les pouvoirs en ce qui concerne l'état de Qin, dans son environnement. Donc on met vraiment face à face de... Oui, j'ai une banane, c'est le futulu, je viens de manger. On met vraiment face à... on met vraiment face à face deux gars qui ont tout qui les oppose. L'esclave qui veut gravir les échelons, qui veut briser ses chaînes, qui veut atteindre les sommets, et celui qui est au sommet et qui se retrouve sans rien, se retrouve démuni, se retrouve sans pouvoir, chassé par le pouvoir, chassé par son petit frère qui complote avec les autres ministres, si je peux appeler ça ministre, j'arrive pas à croire que je fais ça avec mes doigts. Du coup, ouais, j'aime beaucoup le thème abordé, inné acquis. Je suis un fan de JoJo's Bizarre Adventure, donc voilà, ça je connais. Et ça va être super intéressant de voir un Shin qui va gravir les échelons, qui va arriver dans les sommets, et un Heisei qui va avoir une espèce de descente aux enfers en même temps, et qui va se rapprocher de la situation dans laquelle Shin était au début du tome 1. Ça pourrait être super super intéressant. Voyant l'un qui verrait les qualités dans la vie de l'autre, l'un qui verrait les défauts qu'il ne pensait pas trouver dans la vie à laquelle il aspirait, ça pourrait être super intéressant. Ça me fait penser à une phrase de Mike Tyson qui disait que les meilleures années de sa vie, c'est les 3 ans qu'il a passé en prison. Quand tu sais que le mec, il a eu tout, genre. Littéralement, il était sur le toit du monde. Il y a un moment, c'était l'être humain le plus connu au monde. Tu vois ce que je veux dire? Et la chute, elle a été catastrophique. Mais bref, voilà. Inné acquis, c'est ce que je pense qui va se passer pour l'instant. On verra dans les prochaines lectures. Parlons du personnage de Uki. Général Uki, il me semble. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce mec n'a rien fait encore. Il me terrifie. Je trouve qu'il fait trop peur. Son chara-design est terrifiant. On dirait un personnage de Berserk mélangé à Hisoka. Je sais pas comment l'expliquer, mais je vois Hisoka en lui. Mais il y a un côté Berserk aussi. Vous voyez les mecs que Guts et Griffiths y combattaient pendant l'arc l'âge d'or, là? Pendant l'arc de l'âge d'or? Gros. Il me fait penser à un perso de Berserk mélangé à Hisoka, mélangé à l'Empire chinois, tu vois. Il est terrifiant. Et je suis impatient de savoir si Uki, c'est un mec qui a un gosse de riche, tu sais, qui vient d'en haut de base,
Ou c'est un mec comme Shin qui à la base était esclave et il a grind les échelons. Ça, je suis impatient de savoir ça. Le passé de Uki, ça pourrait rendre les trucs encore plus intéressants. Mais le perso est terrifiant. Je trouve qu'il... En fait, c'est comment il est dessiné en plus. Je vais mettre une image. Oh, il fait trop peur. Il me fait peur. Je sais pas comment l'expliquer, il me fait peur. Bref. Mais je suis très impatient de savoir ce qu'il vaut parce qu'il est bien stylé. Il est bien stylé. En ce qui concerne la suite, je m'attends à un Shin et un Heisei qui évidemment vont créer des liens, vont devenir plus amis, je m'en doute. Ça pourrait... ça promet. Vraiment, ça promet. En tout cas, c'est le premier tome. Il n'y avait pas tant de choses que ça à dire. On a trouvé quelques petits angles, évidemment, parce que, bon, j'aime interpréter faire des interprétations. C'est le travail de fiche de lecture, c'est un truc que je fais depuis... qu'on fait tous depuis la primaire, tu vois, donc c'est un travail que j'ai toujours aimé, moi, personnellement. Et c'est ce qu'on fera à chaque tome de Kingdom pour l'instant. Et ça me fait kiffer comme travail, vraiment. Donc si tu kiffes toi aussi, tu connais, tu lâches ton petit like, ton petit abonnement, tu me dis dans les commentaires qu'est-ce que tu penses du format, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, ça se ferait trop plaisir et ça aiderait à faire progresser le process. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Ah oui, c'est vrai, à chaque tome, on va élire le MVP. Le MVP du tome. Pas du manga, du tome. Qui fait le plus de dingueries dans le tome, et qui on kiffe le plus dans le tome. Enfin, qui je kiffe le plus dans le tome. Profitez-en aussi pour me dire votre MVP du tome. Mon MVP du tome, évidemment, c'est Shin, protagoniste, perso principal, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai préféré de lui, c'est pas quand il casse la gueule aux méchants, c'est quand son pote, il peut grind sans lui, il peut monter sans lui, il peut aller au palais royal, et que, certes, il aimerait rester avec lui, il aimerait continuer, mais il garde ça en lui. Et il lui dit non, vas-y, c'est ton opportunité, c'est ton train, tu dois le prendre, tu dois y aller. Shin, c'est un vrai, et j'ai kiffé ça. Ça m'a direct fait kiffer le personnage, j'ai direct m'attaché à lui. Je kiffe. Bref, dans tous les cas, c'était tout pour moi. C'était le premier épisode des lectures du H. J'espère que t'as kiffé. On se capte la prochaine fois pour le tome 2. Je vais essayer de faire en sorte que ça tarde pas trop. En attendant, salut.